Je m'appelle Jonathan Lehmann, j'ai 38 ans, et avant j'étais un véritable cancre du bonheur. En grandissant, je pensais que le bonheur, ça allait venir avec le succès. Et alors il y a 13 ans, j'ai intégré un grand cabinet d'avocats à Wall Street, où je représentais des grandes institutions financières, j'étais extrêmement bien payé, j'avais une belle situation, mais pourtant j'étais pas à ma place, j'étais malheureux, dépressif, et je perdais progressivement le goût à la vie. Il y a 7 ans, j'ai décidé de tout arrêter, de laisser ma carrière d'avocat derrière moi, et de me lancer dans une grande recherche sur le bonheur. Parce que la question qui m'anime, c'est comment ça se fait que ça fait 5000 ans qu'on joue à ce jeu de la civilisation. Qu'en 5000 ans, on a appris à envoyer des êtres humains dans l'espace, on a appris à reproduire des animaux par le clonage, on a appris à créer des machines qui pensent, mais pourtant, on n'a fait absolument aucun progrès sur le bonheur. À en juger le nombre de dépressions, le nombre de suicides, le spleen ambiant, on aurait même régressé sur le bonheur. Et ce que j'ai découvert pendant cette exploration, cette recherche sur la science du bonheur, c'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, et que l'ennemi numéro un du bonheur, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et ce phénomène, il a été particulièrement bien résumé, je trouve, par un journaliste américain du nom de Dan Harris, qui, il y a 2 ans, a publié un livre sur le bonheur, qu'il a appelé « Comment je suis devenu 10% plus heureux », mais qui, selon ses dires, il aurait voulu appeler « La voix dans ma tête est une connasse ». Alors, est-ce que ça vous parle? Et je suis désolé du terme, mais moi, c'est un terme qui m'a parlé véritablement, parce qu'effectivement, on a tous dans la tête un petit dictateur, un tyran, une connasse, qui nous crée des problèmes, qui nous dit que ça va pas. Et mon but aujourd'hui, c'est de partager avec vous les techniques pour transformer ce tyran en outil de bonheur. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est le bonheur, il faut qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on va affecter. Parce que le bonheur, ça veut dire plein de choses pour plein de personnes. Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être de gravir une montagne, alors que ça va être une angoisse pour d'autres personnes. Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être d'être seul sur une plage, alors que ça va être une vision de cauchemar pour une autre personne. En revanche, ce qui est universel, et ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est tout simplement les états mentaux et émotionnels négatifs. C'est la colère, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la culpabilité. Et donc on peut tout simplement se mettre d'accord sur une définition du bonheur qui est l'absence de souffrance. Et donc augmenter le bonheur, ça peut être tout simplement diminuer la souffrance. Une autre façon de voir ça, c'est par rapport à l'instant présent. Le bonheur, c'est l'acceptation de l'instant présent, qui peut aller du neutre à l'enthousiasme, à la joie. La souffrance, c'est la résistance à l'instant présent, c'est quand on dit non à l'ici et maintenant. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment faire en sorte d'augmenter nos nombres de moments d'acceptation et diminuer le nombre de moments de résistance. Et pour ça, il faut qu'on puisse mesurer. Et pour mesurer, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. C'est la constatation qui a été faite il y a quelques années de ça par de nombreux psychologues que apparemment le présent conscient durerait 3 secondes. Un moment durerait 3 secondes. Alors c'est une mesure qui peut vous paraître extrêmement arbitraire, et elle l'est, mais néanmoins elle est basée sur l'observation qu'il y a énormément de comportements de mammifères qui durent en moyenne 3 secondes. Que ce soit le temps qu'un panda met à déféquer, le temps qu'une girafe met à mastiquer de l'herbe, la durée moyenne d'embrassade d'athlètes olympiques à la fin d'une épreuve, en moyenne 3 secondes. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais moi, mes états mentaux, émotionnels, je les tiens plus longtemps que ça. Et c'est vrai que nous, les adultes, on tient nos états mentaux et émotionnels plus longtemps que ça. Mais pourtant, observez des enfants en train de jouer dans un bac à sable, dans une cour de récréation. Ils passent du rire aux larmes, de l'extase à la colère, de la joie à la frustration en quelques instants seulement. Et ça nous montre que nous aussi, on a cette capacité de changer nos états mentaux et émotionnels, même quand ça nous paraît difficile. Et c'est responsabilisant. Et si on postule que dans une vie moyenne, on dure 80 années et qu'on en dort un tiers, ça veut dire qu'on a 500 millions de moments dans la vie. 500 millions d'opportunités d'être dans l'acceptation ou la résistance à l'instant présent, d'être dans le bonheur ou d'être dans la souffrance. Et donc maintenant, je vais partager avec vous mes 3 antisèches du bonheur, les 3 choses pour justement augmenter le nombre de moments de bonheur, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et contrecarrer cette tyrannie du mental et en faire un outil de bonheur. Et ça s'appelle des antisèches du bonheur parce que moi, je suis un étudiant du bonheur à plein temps.
Mais je sais que vous n'avez pas le temps d'être des étudiants du bonheur à plein temps, et puis vous avez des quotidiens qui sont très chargés, et ce dont vous avez besoin, c'est des petits trucs qui, sans bouleverser votre quotidien, peuvent complètement changer votre vie. Et c'est ça l'idée de ces antisèches. Elles suivent le principe dit de Pareto, qui nous dit que dans énormément de cas, 80% des conséquences viennent de 20% des causes. C'est ce principe d'effet de levier, les petites choses qui peuvent avoir un gros impact. Et donc ces antisèches, elles tournent autour des 3 aspects de la tyrannie du mental, qui sont premièrement que le mental est négatif, deuxièmement que le mental est compulsif, et troisièmement que le mental est intérieur. Premièrement, le mental est négatif, c'est le phénomène connu sous le nom de biais de négativité, qui nous dit que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et qu'elle pèse plus lourd que la pensée positive. Imaginez que je vous fasse 9 compliments et 1 reproche. Après-demain, vous allez vous souvenir de quoi en premier? Ouais, très probablement du reproche. Et on est tous comme ça, c'est notre biologie qui est comme ça. On a une machine à régler des problèmes dans la tête, c'est ce qui nous a permis de survivre. Mais quand il n'y a plus de problème, la machine, elle continue à marcher, elle va créer des problèmes et elle se transforme en machine à créer du malheur. Le penseur Alexandre Jolien, il dit qu'on a tous toujours un problème du moment. Et ça, c'est pas à cause des circonstances extérieures, c'est à cause de notre biologie. Et on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'on recherche le bonheur et on a une machine à créer du malheur dans la tête? Et il y a une explication darwinienne pour ça. Et cette explication, c'est que notre espèce, l'Homo sapiens sapiens, existe sur Terre depuis à peu près 200 000 années, mais que sur ces 200 000 années, on en a passé à peu près 195 000 à être des bêtes sauvages dont le seul but était de survivre, à savoir de manger et de ne pas mourir. Et que ça fait que 5000 ans qu'on a changé le logiciel de l'être humain pour passer de la survie au bonheur. Le problème, c'est qu'en à peu près 5000 ans, le cerveau n'a pas eu le temps de changer. Et donc on se retrouve aujourd'hui coincé avec des cerveaux d'animal en mode survie. Maintenant, imaginez un animal en mode survie qui rate un signal positif, qui serait aujourd'hui un compliment, mais qui à l'époque aurait été un fruit sucré. Qu'est-ce qu'il a raté? Juste une occasion de manger quelque chose de bon. Mais s'il rate un signal négatif tel que la présence d'un prédateur, qui serait aujourd'hui le reproche, eh ben il est mort. Et c'est pour ça qu'on a ces machines à créer du malheur aujourd'hui dans le cerveau. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le phénomène neurologique dit de neuroplasticité, qui nous dit qu'on peut transformer le cerveau qu'il est comme de la pâte à modeler. Le cerveau est composé de milliards de neurones, et à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones. Et à chaque fois que j'active une pensée, que je donne de la force à une pensée, je renforce ce réseau de neurones, de telle sorte que j'augmente la probabilité que ce réseau de neurones s'active automatiquement par lui-même dans le futur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous dit qu'il n'y a aucune pensée qui est anodine. Toute pensée nous infecte non seulement dans l'ici et maintenant, mais elle envoie un signal au cerveau, s'il te plaît, resserre-moi une pensée comme ça. Et donc toute pensée est soit cercle vertueux, soit cercle vicieux, et c'est extrêmement responsabilisant de comprendre ça. Et ce que nous dit la science contemporaine, et c'est le domaine de la psychologie positive, c'est qu'une des choses les plus importantes pour le bonheur, et une des 2 choses les plus importantes que j'ai personnellement apprises dans ma recherche sur le bonheur, c'est qu'il faut pratiquer rituellement la gratitude pour contrecarrer la tyrannie du mental. Chaque jour, écrire toutes les choses spécifiques pour lesquelles on est reconnaissant. La super conversation que j'ai eue avec mon ami Zoé, le délicieux sandwich au saumon. Ce qui compte, c'est d'être spécifique et d'être régulier. Albert Einstein a dit qu'il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et cette pratique de la gratitude, elle nous entraîne justement à redécouvrir les miracles de l'instant présent. Voilà pour la première antisèche. Le deuxième aspect de la tyrannie du mental, c'est le fait que le mental est compulsif. Il produit en moyenne 60 000 pensées par jour. Il nous parle incessamment du passé, du futur, il n'y a pas de bouton off. On peut être sur une plage, on peut être en train de faire l'amour, on peut être en train de manger quelque chose de délicieux. On a toujours des pensées, même quand on n'en a pas besoin. Et la deuxième antisèche que je veux partager avec vous, et qui est la chose la plus importante que j'ai apprise dans ces 7 années d'exploration du bonheur, et qui est beaucoup moins difficile qu'on croit, et ça c'est la pratique de la méditation. Et c'est quoi la méditation? Comment ça marche et pourquoi? C'est quoi la méditation? C'est tout simplement des exercices de l'attention sur l'instant présent, souvent sur la respiration. Quand on médite, on décide pendant une période prédéterminée qu'on va ramener son attention à l'instant présent, quand irrémédiablement elle va se perdre dans des pensées parce que la pensée est automatique. C'est cet acte de ramener l'attention
encore et toujours quand elle se perd à l'instant présent, qui est le fondement de la méditation et qui est une musculation du cerveau comme on pourrait muscler nos muscles corporels. Et en faisant ça, on fait un pas en arrière par rapport au tyran, un pas en arrière par rapport au mental compulsif, et on le regarde tourner dans le vide, et du coup on apprend à s'en servir plutôt que de le laisser se servir de nous, comme quand il nous cause du stress. Alors comment méditer ? Il n'y a pas besoin d'aller dans un monastère, dans un ashram à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on peut trouver des méditations guidées sur Internet, des enregistrements qui font même pas 10 minutes. Vous vous posez, vous appuyez sur lecture, et ça y est, vous méditez. Pour ressentir les bienfaits, il suffit d'en faire un petit peu chaque jour, et les bienfaits, ils sont incroyables. Il y a une explosion du nombre d'études sur les bienfaits de la méditation. La méditation, elle a 3 grands bienfaits. Elle rend plus heureux, elle rend plus intelligent, et elle rallonge la vie. Rien que ça. Elle rend plus heureux dans la mesure où justement elle nous permet de mettre une distance par rapport aux pensées et aux émotions gênantes pour pouvoir muscler l'attention et mettre l'attention vers du contenu positif qui va nous faire du bien. Elle rend plus heureux dans la mesure où elle relâche de la sérotonine dans le cerveau, des endorphines, de la dopamine. Elle rend plus intelligent dans la mesure où elle renforce la concentration, elle améliore la mémoire, elle stimule la créativité. Et elle rallonge la vie dans la mesure où on sait aujourd'hui que la méditation, quand elle est pratiquée régulièrement, elle permet de ralentir le vieillissement des cellules et d'empêcher l'arrivée de maladies telles que des maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la méditation est si présente et de plus en plus aujourd'hui dans les hôpitaux. Personnellement, et c'est pour ça que je suis si enthousiaste, la méditation, ça a complètement transformé ma vie. Avant, j'étais colérique, j'étais dépressif, j'avais un très mauvais rapport avec moi-même. Grâce à cette pratique, ces 10 minutes, même pas par jour, j'ai complètement tout changé. J'ai plus confiance en moi, je me souviens d'où sont mes objets, je les cherchais partout avant, je me souviens de mes rêves, la liste est tellement longue. Vous savez, au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Au début du 20e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et au début du 21e siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais pourtant, les générations futures regarderont notre génération de non-méditants de la même façon que nous, on regarde les anciennes générations qui ne se brossaient pas les dents, qui ne faisaient pas de sport, parce que c'est une hygiène du cerveau qui est absolument essentielle et dont véritablement on ne peut pas se passer. Le 3e aspect de la tyrannie du mental, c'est le fait que le mental, il est coincé dans la tête. Le mental, il est intérieur. On a des problèmes qui ruminent, ça tourne en rond. C'est des problèmes qui sont très simples, mais ou qui pourraient être simples si seulement on les extériorisait. Mais pourtant, on les laisse à l'intérieur et on n'y voit pas clair. Si vous voulez, c'est un peu comme la différence entre du calcul mental et du calcul à l'écrit. Si je vous demande de faire 243 multiplié par 87 et que vous essayez de faire ça dans la tête, vous risquez de vous perdre, de perdre du temps, de gâcher des moments. Mais si vous le mettez à l'écrit, en 2 minutes, vous allez réussir à résoudre l'équation. Et c'est cette idée d'extérioriser la pensée pour réussir à mieux voir le tyran et mieux apprendre à s'en servir qui est à la base de la psychanalyse. C'est ce que Freud appelait le ramonage de cheminée, la cure par la parole. Mais ce que moi je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ça peut être très bénéfique d'avoir un thérapeute et de se parler tout seul à voix haute en présence de quelqu'un de professionnel. Mais on peut le faire tout seul. C'est ce que j'appelle sortir les poubelles mentales. On peut le faire à l'oral, on peut le faire à l'écrit. À l'oral, tout simplement, moi ce que je fais et ce que je conseille de faire, c'est quand vous avez un problème, quand moi j'ai un problème, je me retire et je me fais les questions et les réponses. Alors Joe, c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Est-ce que tu as besoin de te concentrer là-dessus ? Bon, bien sûr, je le fais quand personne ne me voit parce que sinon on me prendrait pour un fou furieux. Mais je vous assure, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On peut le faire à l'écrit aussi. Tout simplement écrire tout ce qui nous passe par la tête. De l'extérioriser, ça nous aide à mieux le voir, on sort les poubelles mentales. Moi, le matin, je pratique un exercice qui s'appelle les pages du matin. C'est la première chose que je fais quand je me réveille. Et sur 3 pages, j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête. Le pressing qu'il faut que j'aille chercher, le rêve que j'ai eu. Et ça aide justement à voir son mental et à décider à quoi est-ce que je vais donner de l'énergie et qu'est-ce que je vais plutôt mettre de côté en fonction des buts que je me fixe pour ma vie. Pour illustrer les bienfaits de cette extériorisation de la pensée par les poubelles mentales, imaginez qu'on joue à un jeu. J'ai un sac de boules, des boules rouges, des boules bleues, et je vous demande de sortir toutes les boules rouges. Si le sac il est opaque, ça va être très rébarbatif, vous allez faire comme ça va prendre des heures. Mais si le sac il est transparent, en 2 secondes, vous allez trouver toutes les boules rouges. Et le fait d'extérioriser les pensées par rapport à juste garder les pensées dans la tête et essayer de les résoudre dans la tête, c'est la même différence qu'entre le sac opaque
et le sac transparent. Voilà pour les 3 antisèches du bonheur. Pour conclure, je voudrais vous parler de cette étude menée par l'université de Harvard sur 75 années. Elle a suivi pendant 75 ans des personnes et sa grande conclusion sur qu'est-ce qui apporte du bonheur, ça va être une surprise pour personne, c'est que ce qui donne du bonheur, c'est les rapports qu'on entretient avec autrui. Mais ce que moi je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour avoir des bons rapports avec les autres, il faut avant tout avoir un bon rapport avec soi-même. Et avoir un bon rapport avec soi-même, ça suppose de se servir du mental comme objet, par la gratitude, par les poubelles mentales, par la méditation. On me pose souvent la question, alors est-ce que toi, t'es heureux? Parce que j'ai un blog sur le bonheur. Et ma réponse, c'est que avant de pratiquer tout ça, j'étais peut-être à 30% de mes moments dans le bonheur, 70% dans la résistance, et qu'aujourd'hui, j'ai inversé la tendance. Je suis plus à 70% dans le bonheur et 30% dans la résistance, parce qu'on ne peut pas empêcher les moments de colère et de tristesse, mais on peut réduire leur impact et réduire leur nombre. Et vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette distribution, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de moments de bonheur et de réduire le nombre de moments de souffrance. Je suis ravi si vous avez trouvé intéressant ce que je vous ai dit ce soir, mais la vérité, c'est que en fait, je m'en fous un peu d'être intéressant. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer d'avoir de l'impact. Et s'il y a 2 choses que j'aimerais que vous vous souveniez et qui puissent potentiellement vous affecter, c'est pratiquer la méditation seulement 10 minutes. Pratiquer la gratitude seulement 3 minutes, c'est tout le temps qu'il faut pour remplir une page avec toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées dans les 24 dernières heures. Si vous faites ça pendant 10 jours, vous n'allez pas croire les résultats. La réalité virtuelle qui est votre vie va complètement changer. Et si vous le faites pendant 21 jours, ce que nous dit la science des habitudes, c'est que ça sera devenu une habitude et que vous n'aurez plus besoin du pouvoir de votre volonté pour le mettre en pratique. Et ça augmentera significativement le nombre de moments de bonheur, d'acceptation de l'instant présent que vous avez. Et ça diminuera le nombre de moments de résistance à l'instant présent, le nombre de moments de souffrance. Et je vais vous laisser avec cette pensée du Dalai Lama qui dit la chose suivante. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Merci beaucoup.